Afrique des libertés. Depuis Bamako au Mali, je vous salue. Je vous salue où que vous soyez. Permettez-moi juste de mettre en sourdine une oreillette. Afrique des libertés, je vous salue depuis Bamako au Mali, où je suis arrivé dans la nuit matinale du dimanche 3 mars 2024, donnant au lundi 4 mars 2024. Je voudrais une fois de plus remercier le peuple malien et les autorités éclairées de la République du Mali pour l'accueil chaleureux, convivial, fraternel, qui m'est garanti dans tous les millimètres carrés de ce pays. Cette terre africaine dont la Constitution comporte la capacité à se sacrifier aux besoins pour, eh bien, l'indépendance de l'Afrique, si cela s'avérait nécessaire. En ce lundi 4 mars 2024, j'ai choisi de commencer ma semaine de communication politique par une intervention sur la procédure de tentative de déchéance de nationalité déclenchée à Paris en France par les services du gouvernement Macron contre notre frère, notre jeune frère bien-aimé, Kémy Séba, combattant de l'émancipation africaine. Mais avant toute chose, je voudrais, en Mondovision, présenter mes condoléances les plus attristées au peuple frère africain du Togo, qui vient de connaître une nouvelle tragédie. La semaine passée, nous pleurions l'assassinat crapuleux de notre frère Yaya Dillo, principal opposant au régime du despote de l'autocrate Mahamat Kaka Déby. Yaya Dillo, qui se préparait à battre dans les urnes à plate couture, eh bien, Mahamat Kaka Déby et Echek Masra, son acolyte. Yaya Dillo, 3 ans après l'assassinat de sa mère, le 28 février 2021, a été froidement assassiné par Mahamat Kaka Déby. Il a été froidement assassiné par Mahamat Kaka Déby avec le soutien inconditionnel, ce sont les mots qu'il a lui-même utilisés, de Echek Masra. Et maintenant, la voie est ouverte pour l'organisation d'une mascarade électorale au Tchad, opposant soi-disant Mahamat Kaka Déby à Echek Masra, alors même que le résultat, dicté par Mahamat Kaka Déby et ses maîtres français, est déjà connu. Mahamat Kaka Déby va se proclamer président élu, Succès Masra va lui accorder la victoire et les deux comparses croient pouvoir continuer à partager le gâteau politique tchadien sous les auspices de leur maître néocolon français basé à Paris. Cette douleur n'est pas encore passée. Notre frère Yaya Dillo, avec une balle logée dans la tempe, avec un revolver collé à la tête, littéralement comme cela a été le cas de beaucoup d'opposants au Tchad. À peine commencions-nous le deuil de Yaya Dillo Djeroubechi, président du Parti socialiste sans frontières du Tchad, que nous tombe ce lundi matin par la voix de notre avocat et frère et ami Alexis Ihou, compagnon du président Agbeyome Messan Kodjo, la terrible information que le président Agbeyome Messan Kodjo, leader de l'opposition togolaise en exil, est mort au Ghana d'une crise cardiaque. Oui, le président Agbeyome Messan Kodjo est mort au Ghana d'une crise cardiaque quelques mois seulement après le décès de Monseigneur Kodjo en exil en Suède. Voilà pourquoi je suis intervenu en exclusivité tout à l'heure sur ma page Facebook pour appeler M. Faure Gnassingbé, qui est le chef d'État de facto du Togo, à montrer ses talents de médiateur pour apaiser notre peuple togolais en souffrance, en posant 2 gestes essentiels. Faure Gnassingbé
peut apaiser la douleur du peuple togolais. Premier geste essentiel, permettre des obsèques nationales pour l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Agbeyome Messan Kodjo, décédé au Ghana. Deuxième geste extrêmement important de la part de M. Faure Gnassingbé, qui s'est fait médiateur pour les mercenaires de Ouattara arrêtés au Mali, qui s'est fait médiateur pour le mercenaire de la France-Afrique, Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Nous attendons du président de facto du Togo qu'il fasse maintenant preuve de transcendance en libérant tous les prisonniers politiques togolais. Ils étaient en prison parce qu'ils ont revendiqué la victoire à l'élection présidentielle de Dr Agbeyome Messan Kodjo. Mais le docteur Agbeyome Messan Kodjo est maintenant mort. Pourquoi retenir en prison des personnes qui ont défendu quelqu'un qui n'est plus là pour revendiquer son droit? La revendication de l'opposition radicale togolaise en exil, la revendication de l'opposition radicale togolaise en exil, en réalité, prend fin dès lors que le principal bénéficiaire de l'élection présidentielle précédente n'est plus là. Mais cela ne change rien au fait qu'il faut réconcilier le Togo, qu'il faut que les fils et les filles du Togo vivent en paix au Togo, qu'il faut trouver une solution pour que le système politique togolais ne soit plus source de souffrance, de tragédie, qu'il ne soit plus source de violence. Et le président Faure Gnassingbé, qui a brillé au Mali, brillé au Niger, brillé en Côte d'Ivoire, par son sens de la médiation, est maintenant amené à montrer qu'il est capable de la même compassion envers ses propres compatriotes. Voilà pourquoi je suis intervenu pour demander qu'il soit possible que le président Agbeyome Messan Kodjo, leader de l'opposition togolaise, soit enterré chez lui. Qu'il soit enfin possible que nos compagnons, nos frères embastillés au Togo sortent de prison, car le motif, le prétexte tout trouvé pour les emprisonner n'est plus valable. Celui dont il défendait la victoire s'en est allé. Alors, selon les informations que j'ai reçues des membres du gouvernement togolais en exil, comme ils s'appellent eux-mêmes, le président Agbeyome Kodjo serait mort de crise cardiaque. Je ne suis pas en capacité de vous dire si cette crise cardiaque a été ou non provoquée. Car comme vous le savez, les morts d'opposants sont souvent provoquées par les autocrates au pouvoir. Mais en l'état actuel de mes informations, je n'ai aucun moyen d'affirmer autre chose que ce que je sais de sources sûres. Le président Agbeyome Kodjo a fait un malaise une première fois dans la matinée, un malaise cardiaque, et une deuxième fois, il a refait un malaise cardiaque, ça s'est passé au Ghana, il en est mort. Voilà le compte rendu que j'ai eu de l'un de ses plus proches collaborateurs. Je clôt cette page pour maintenant aborder le sujet principal que j'avais préparé pour vous, pour ouvrir cette semaine de communication politique depuis le Mali. Qu'est-ce que je veux vous dire depuis le Mali, depuis Bamako, depuis notre terre africaine? Je voudrais parler de ce qui arrive à notre frère Kémi Séba. Kémi Séba a reçu il y a quelques jours une lettre du ministère français de l'Intérieur l'informant de l'intention de ce ministère de demander au juge français des nationalités de le déchoir de sa nationalité française au motif que Kémi Séba s'est spécialisé dans la critique de la politique étrangère de la France et que par conséquent, il nuirait aux intérêts de la France. Ainsi, on pense pouvoir faire jouer des dispositions du droit français pour déchoir Stélio Gilles Kapochichi, né de parents d'origine béninoise mais déjà citoyen français, et lui-même né sur le sol français à Strasbourg et bénéficiant à ce titre de la nationalité française par le droit du sol, on a décidé
d'obtenir de la justice française qu'elle le déchoit de la nationalité française parce qu'il critique la politique africaine de la France. Voilà en résumé le motif allégué dans le courrier que Kémy Séba a lui-même publié à notre intention sur sa page Twitter, sur sa page Facebook. Moi, je suis Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa. C'est comme ça qu'on m'appelle sur les réseaux sociaux. Je suis Nyamsi Franklin Nathan dans l'acte de naissance, né de père et de mère camerounais, devenu citoyen français en 2002. Et à ce titre, je me sens profondément concerné par ce qui arrive à Kémy Séba. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour m'adresser à 3 communautés. 1. La communauté des Africains français, les Africains qui ont acquis la nationalité française. 2. La communauté des Français, en général, peu importe leurs origines. Et puis 3, je voudrais m'adresser à la communauté africaine, si vous voulez, les Africains africains. Voilà les 3 communautés auxquelles je vais m'adresser aujourd'hui. Pour dire pourquoi je pense que la procédure engagée par M. Macron contre Kémy Séba est une procédure apocalyptique. C'est une procédure catastrophique. C'est une procédure dangereuse. C'est une procédure qui va conduire à ce que Jacques Chirac appelait justement les pires convulsions de la relation franco-africaine. Voici mes arguments. Et j'ai prévu dans l'après-midi d'organiser une émission dans laquelle vous écouterez 2 avocats spécialisés du droit de la citoyenneté, du droit de la nationalité, et qui se trouvent être d'ailleurs des membres du collectif d'avocats qui m'a défendu en France depuis maintenant 3 ans, maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, du barreau de Lille et de Bruxelles, et maître Alexis Iou, du barreau de Lille et de Paris. Je leur donnerai la parole plus tard dans la journée pour qu'ils nous édifient sur les conséquences du projet de déchéance de nationalité. Avec 2 cas. Premier cas, ce projet aboutit. Un juge français déchoit Kémy Séba de son nom de naissance, Stélio Gilles Kapochichi, de sa nationalité française. Deuxième cas, un juge français désavoue le gouvernement français dans son intention de désavouer, de déchoir Kémy Séba. Les juristes viendront cet après-midi, les juristes de l'Institut de l'Afrique des Libertés apporteront des réponses techniques à la question. Moi, je ne suis pas dans les réponses techniques. Je ne suis pas juriste. Je suis dans une analyse politique. D'abord, personnellement, je soutiens Kémy Séba. Je soutiens Kémy Séba parce que, au nom de la vérité, de la justice et de la solidarité, qui sont les valeurs de la civilisation négro-africaine, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui se bat pour nos libertés soit attaqué. J'ai le devoir de le défendre. Kémy Séba ne se bat pas pour lui, tout seul. Kémy Séba ne se bat pas pour sa famille, tout seul. Kémy Séba se bat pour tout le continent africain et les Africains de tous les continents. Par conséquent, à partir de cette règle qui s'appelle la loi d'action-réaction et qui est l'une des règles fondamentales de l'univers, je défends Kémy Séba. Quelqu'un qui me défend, quelqu'un qui nous défend, quelqu'un qui se bat pour que nous ayons notre souveraineté en tant qu'Africains en Afrique et que nous soyons respectés dans notre dignité en tant qu'Africains partout dans le monde, en Amérique, en Europe, en Asie. Quelqu'un qui se bat pour cela, eh bien cette personne-là, je la respecte. Un instant, je réponds au téléphone. C'est Bamako. Un instant, mes chers amis, donnez-moi une minute. Oui, allô? Oui, passez-moi quelqu'un qui est là. Oui, allô? Oui, mon cher Cissé. Bon, très bien. Il faut y aller. Il faut y aller. Donnons-nous rendez-vous à... Il est quelle heure là maintenant? Il est 13 heures, n'est-ce pas? Bon, donc, dès que tu as fini de manger, tu peux revenir. Vas-y, hein. Voilà, vas-y manger. Je n'ai pas d'urgence. Donc, donnons-nous au plus tard 14h30. Il faut être là. Merci. Ok.
Très bien. Alors, donc, je commence par dire les raisons pour lesquelles je soutiens Kémy Séba. Parce qu'en soutenant Kémy Séba, je me soutiens. Mais Kémy Séba, pourquoi se bat-il? Kémy Séba se bat pour que l'Africain ne soit pas piétiné en Afrique, pour que l'Africain ne soit pas piétiné en Europe, qu'il ne soit pas piétiné en Amérique. Donc, je le défends parce que je suis d'accord avec la cause. Pourquoi voulez-vous que je sois méprisé en Afrique, mon continent natal, par des régimes politiques? Que je sois méprisé par des puissances étrangères? Pourquoi voulez-vous que je l'accepte? Kémy Séba se bat contre cela, je le soutiens. Je le soutiens, je le soutiendrai maintenant, demain, après-demain, tant qu'il se battra pour notre dignité. Et j'appelle toutes les Africaines et tous les Africains du monde à appliquer la première règle. Nous dénonçons toute persécution contre Kémy Séba parce que Kémy Séba ne demande pas que nous ayons des droits pour dominer les autres. Il demande que nos droits soient respectés, nos droits à nous. Ça, c'est le premier point pour lequel je le soutiens. Et je voudrais me désoler ici du comportement de certains Africains qui sortent et qui oublient que c'est pour nous que Kémy Séba est dans les problèmes. Quels que soient les avantages qu'on peut tirer de la situation de meneur de lutte, oh, la gloire, oh, peut-être des soutiens exceptionnels, peut-être d'ailleurs parfois des moyens financiers, etc. Aucun de ces avantages ne peut remplacer le risque qui est pris pour votre vie, pour notre vie. Ce risque qui est pris par tous ceux d'entre nous qui s'engagent pour la communauté est un risque qui fait que nous devons les soutenir sans arrière-pensée. D'abord, les Africaines et les Africains doivent être contents que leurs leaders ne soient pas des misérables. Les Africains et les Africaines doivent être contents que leurs leaders trouvent les moyens de faire face à la violence des puissances. Les Africains et les Africaines doivent être contents de voir Kémy Séba réussir à voyager à travers le monde. Aller en Amérique latine, aller en Amérique du Nord, aller en Asie, traverser l'Afrique. C'est important pour défendre justement notre cause. Kémy Séba, il voyage, il défend quoi? Notre cause. Donc, nous le défendons. Et je m'adresse aux Africains de France. Je m'adresse aux Africains d'Afrique et je m'adresse aux Français de France. Qu'ils comprennent pourquoi nous soutenons Kémy Séba. Parce que Kémy Séba nous soutient, il nous défend. Le plus grand mythe de l'Occident, l'Occident judéo-chrétien, son plus grand mythe, c'est le mythe du sacrifice. Où un individu est supposé être mort pour toute l'humanité. C'est vrai qu'il y a des jours où les Africains se réveillent et se demandent comment Jésus a pu mourir pour eux. Jésus, un Hébreu de Nazareth, comment il a pu mourir pour nous tous? Ça n'a aucun sens au sens littéral. Mais la mort du Christ a une signification symbolique. C'est que tout individu qui dédie sa vie à l'amélioration du sort de sa communauté est un Christ. Christ est une notion. C'est une notion symbolique qui s'applique à tout individu qui dédie sa vie à l'amélioration du sort de l'humanité. Voilà ce que signifie le mot Christ. Donc quand on vient dire aux Africains, Jésus est mort pour vous, la plupart des gens qui disent ça ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Pourquoi un Hébreu, un Juif va mourir à Nazareth pour toi, à Bamako? Pourquoi? Pourquoi? La seule façon pour quelqu'un d'être Christ, c'est d'être quelqu'un qui est au service de l'émancipation de sa communauté. Vous comprenez? Donc, le chrétien devrait même mieux comprendre le message du christianisme. Le message le plus profond du christianisme, c'est de nous demander à chacun d'être Christ. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui ne se bat pas que pour lui-même. Quelqu'un dans le cœur de qui il y a de la place pour le prochain. Voilà l'enseignement profond du christianisme. La Bible chrétienne dit que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, être Christ, c'est ce qui est exigé de tout homme. Mais qu'exige l'islam? Quand l'islam exige soumission à la loi d'Allah, de quoi est-il question? Mais de faire le bien, de pratiquer la vertu, de fuir le vice, d'aimer l'humanité, d'aimer ce qui est juste et ce qui est vrai, de vivre dans la crainte du tout miséricordieux et du tout puissant. C'est le même message, décliné dans une autre langue et dans un autre contexte. Chacun d'entre nous doit s'efforcer de devenir comme le prophète sacré de l'islam. Il doit être habité par la parole de Dieu et c'est ça qu'on appelle la soumission, l'islam. Une compréhension profonde de l'islam
devrait faire de tout être humain, en réalité, quelqu'un qui est soumis à la transcendance, c'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît qu'il y a un Dieu créateur. Tout être humain normalement constitué et humble est naturellement musulmane, c'est-à-dire il reconnaît qu'il y a un être qui l'a créé. Voilà comment on doit comprendre la religion, au lieu de s'abrutir et se détester mutuellement. Mais qu'enseigne la tradition africaine? Elle enseigne que nous sommes tous des créatures, que nous émanons tous d'un être suprême à travers nos ancêtres, et que c'est notre reconnaissance à cet être suprême à travers nos ancêtres qui nous permet de mener la vie la plus harmonieuse, la plus féconde et la plus généreuse sur la terre. Ainsi, toutes les traditions, bien comprises, s'accordent à montrer que nous devons respecter ceux qui se battent pour la communauté. Toutes les traditions enseignent qu'il faut soutenir ceux qui nous soutiennent. J'appelle les Africains de toute nationalité, de tout continent, à appliquer la loi de la solidarité. Car Kémy Séba, les problèmes qu'il a ne viennent pas du fait qu'il se bat pour lui, mais qu'il se bat pour nous. Et nous devons le lui rendre en sortant sur les réseaux sociaux pour le défendre. Ça, c'est la première raison. J'appelle cette raison la raison métaphysique, spirituelle, la mystique de la communion. Et vous voyez comment la communauté juive dans le monde entier applique cela. Que les juifs soient américains, qu'ils soient européens, qu'ils soient asiatiques. Quand la communauté juive est attaquée en tant que communauté, quand l'antisémitisme ressurgit, la communauté juive réagit en transcendant les barrières des ethnies et des nationalités. Il faut que les Africains apprennent à se comporter de cette façon. De telle façon qu'ils soient donc justement respectés par toutes les autres communautés qui se font respecter. Vous ne pouvez pas être respecté si vous ne vous faites pas respecter dans le cadre de votre communauté. Si tu n'es pas respecté dans ta maison, pourquoi veux-tu qu'on te respecte hors de ta maison? Ta maison, africain, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique mondiale. Si tu n'es pas respecté dans l'Afrique mondiale, pourquoi crois-tu qu'on va te respecter dans le monde mondial? Ça, c'est le premier point pour lequel j'apporte mon soutien. Kémy Séba n'a besoin de rien me demander, il ne m'a rien demandé. Dès que j'ai vu qu'on le menaçait, je fais partie des premiers au monde à être sorti pour dire soutien total. Parce que ce qu'on te fait, c'est exactement ce qu'on veut me faire. Ce qu'on te fait, c'est exactement ce qu'on veut faire à tout Africain qui exerce son devoir de vérité, son devoir de justice, le courage de lutter pour la communauté dans le cadre de revendications justes et fondées. Voilà la première raison. Et il faut que les Africains arrêtent de se faire honte entre eux. Je commence par les Africains de France, dont le comportement est le plus exécrable qui soit, parce que ce sont les Africains les plus abrutis par le néocolonialisme. Les Africains les plus abrutis par le racisme, c'est les Africains de France. Ils sont ceux qui tremblent le plus, tremblent avec une agitation cataleptique devant le néocolonialisme. Dès qu'on menace, ils rasent les murs. Ils tombent en brousse. Ah non, là seulement, Kémy est allé chercher, c'est son problème. Kémy il est un peu trop radical. Je lui avais dit de changer de méthode. Il n'a pas écouté. Ça ne changera rien, on viendra te chercher. Je vais le montrer dans le deuxième argument. Ça ne changera rien. Quand vos enfants, quand on arrête ton enfant en ville, parce qu'il était dans une rixe, quand tu vas au commissariat de police, quel est ton objectif? Tu sais bien que ton enfant a tort. Quel est ton objectif? N'est-ce pas d'essayer, par tes avocats, etc., d'obtenir une peine moindre pour ton enfant, afin de le corriger à la maison? Quel parent ne va pas chercher à essayer de trouver une solution pour que son enfant n'ait pas la peine maximale? Oui, madame. Un instant, mes amis. Non, vous ferez demain. Aujourd'hui, c'est bon. Il cocaïne. Merci. Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai acheté mes serviettes. Donc, demain, vous verrez. Excusez-moi, mes amis. On est à Bamako. Je gère les contingences. Donc, est-ce que l'Afrique
Est-ce que l'Afrique est nôtre? Les Africains français, il faut qu'ils sortent de leur lâcheté, de leur petit corporatisme, de leur micro-nationalisme hérité du colonialisme. Les Camerounais entre eux, les Béninois entre eux, les Togolais entre eux, les Maliens entre eux, les Guinéens entre eux, les Sénégalais entre eux. On est en train de nous attaquer. Vous ne voyez même pas qu'on est en train de nous attaquer tous là. Et je vais le démontrer dans la deuxième partie de cette intervention. Mes chers amis, il y a une deuxième raison pour laquelle nous devons soutenir Kémy Séba. Vous savez quoi? Parce que la procédure judiciaire qui est intentée contre lui, elle a pour but d'atteindre nos intérêts. Tous les Africains français, je veux dire tous les Africains qui ont acquis la nationalité française, ont acquis des droits professionnels. Ils ont acquis des droits sociaux. Ils ont acquis des droits économiques, des droits financiers. Ils ont acquis des droits immobiliers, des droits fonciers qui sont enracinés sur la citoyenneté. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je possède 2 appartements en France. Ces appartements, je les finance avec des crédits que je paye avec mes salaires. Ces crédits que je paye avec mes salaires, mais c'est parce que je travaille en France comme citoyen français, comme enseignant, par exemple, d'éducation nationale, que l'on peut prélever une partie de mon salaire pour payer mes crédits et régler les propriétés. Je prends mon cas pour vous montrer que c'est ce qui va vous arriver si vous vous amusez. Les propriétés que moi j'ai achetées avec mon argent, l'argent que je travaille en France, ce sont des propriétés qui sont faites pour être transmises à mes enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Elles sont faites pour être transmises à mes enfants. Mes enfants, par exemple, les miens, qui sont nés d'une mère française, de l'île de la Réunion, française de l'île de la Réunion, ivoirienne par son père, française de l'île de la Réunion par sa mère. Donc, quand je ne serai plus de ce monde, mes biens profiteront, je l'espère, à ma femme qui me survivra et à nos enfants. Mais la transmission de ces biens, elle est conditionnée par le fait que non seulement j'achève de les acquérir, mais que les droits que j'ai acquis soient intacts, de telle façon que quand les enfants, mes 4 enfants, devront hériter de mes biens, soit pour les vendre, soit pour se les partager, soit pour en jouir, mais ils les héritent. Or, si entre-temps, moi j'ai été dépossédé de mon statut de citoyen français, il s'ensuit qu'on est en train de déshériter mes enfants. Les juristes vont vous expliquer ça ce soir. Je reviendrai ici avec 2 juristes pour vous expliquer que les enjeux de la déchéance de nationalité, c'est qu'on veut voler aux Africains leur propriété. On veut voler aux Africains leur propriété. N'oubliez pas que les Africains, depuis maintenant plus de 200 ans, sont devenus propriétaires dans l'espace français. L'espace français, ce n'est pas que la France métropolitaine. L'espace français, c'est aussi les Antilles. Les Africains sont propriétaires aux Antilles. Que ce soit les Africains descendants d'esclaves ou les Africains venus par la suite d'Afrique. Ils sont propriétaires aux Antilles. À la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, les Africains possèdent. Les Africains, que ce soit les descendants d'esclaves ou ceux qui sont venus après, sont propriétaires à l'île de la Réunion, sont propriétaires en Nouvelle-Calédonie, sont propriétaires en Polynésie. Les Africains sont propriétaires ici en métropole. Si on s'amuse à créer une jurisprudence de la déchéance de nationalité, derrière cette jurisprudence de la déchéance de nationalité, on se prépare à voler les Africains. On se prépare en réalité à brader leurs biens. Est-ce que vous avez bien compris? Les juristes approfondiront cet argument ce soir, mais je voudrais que ce soit noté en mondovision que moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je dis que je défends Kémy Séba parce que déchoir arbitrairement de sa nationalité un Africain, c'est préparer le chemin pour en déchoir d'autres. Et en réalité, derrière la déchéance de nationalité, il y a le projet de voler les biens des Africains. Ça fait trop quand même. Ils nous ont volé depuis 600 ans, comme l'a rappelé Jacques Chirac dans son fameux aveu. Ils ont pillé l'or, le diamant, le manganèse, le pétrole, le cobalt. Ils ont pillé le gaz, ils ont pillé le bois, le café, le cacao. Ils ont pillé le coltan. Ils ont pillé tout ce qu'ils peuvent piller. Et ils continuent à piller au moment où nous sommes. Les biens que nous avons acquis et que nous pouvons transmettre légitimement à nos enfants, ils veulent les piller en
s'attaquant à nos droits citoyens. Et quand on le fait contre Kémy Séba, les niais et les Africains de France sont les pires niais que je connaisse, ils rasent les murs. Alors qu'en fait, il y a quelque chose en droit qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence. Une fois qu'on a pris une décision qui déchoit de ses droits quelqu'un qui a le même statut que toi, sache que ça veut dire qu'on t'a déjà potentiellement déchu des mêmes droits. Parce que sur la base de cette jurisprudence, on te déchoira. On pourra toujours, tu pourras écrire un tout petit commentaire sur les réseaux sociaux. On va prendre ce commentaire et dire, ah oui, tel jour tu as dit ceci. Ok, la loi s'applique. Tu n'es plus français. Ah ben tu n'es plus français, c'est-à-dire que tu ne peux plus payer ta maison, tu ne peux plus payer tes crédits, puisque tu as obtenu ces crédits en tant que français. Tu n'es plus français, c'est-à-dire qu'on t'arrache ton appartement, on t'arrache ta maison, ben on t'arrache ta voiture. Tu n'es plus français, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ce que tu as acquis par ton travail, on l'arrache et on le brade. La méthode utilisée contre les oligarques russes par les Occidentaux, complètement à côté du droit, dans le mépris total du droit, c'est cette méthode que le gouvernement Macron veut mettre en œuvre contre Kémy Séba et nous tous. Une méthode extra-légale, illégale. Il ne faut pas que les Africains disent que je ne les avais pas prévenus. Moi, personnellement, je fais partie de ces Africains qui ont bien compris que dans le combat pour l'Afrique, beaucoup de déceptions viendront des Africains eux-mêmes. Mais ça ne fait rien. Kémy Séba même, que vous voyez, dans l'état d'esprit qui caractérise ce jeune frère que je connais maintenant, Kémy Séba serait prêt à se lever et à prendre son passeport français, à le brûler comme le billet de franc CFA devant nous. C'est nous, ses aînés, qui lui avons dit, il t'est interdit de le faire. Il t'est interdit de le faire parce que la communauté afro-française a des droits. Des droits qui n'ont pas été donnés, mais acquis par le travail et l'effort. Ces droits ne peuvent pas être bradés du jour au lendemain parce que M. Macron et M. Darmanin te mettent la pression. Je veux ici témoigner que moi j'ai appelé Kémy Séba pour lui dire tu vas te calmer et nous allons mobiliser des hordes de robes noires. Les avocats africains de France seront de sortie pour combattre parce que là c'est la communauté africaine qui est attaquée. Ce qui est attaqué, ce n'est pas toi, c'est nous tous. Toi, Kémy Séba, tu dois t'asseoir à côté. On envoie nos juristes face à ce régime complètement à la dérive. Un régime qui déclare la guerre sans avoir consulté le Parlement. Un régime qui fait ficher des citoyens comme étant des citoyens S, traite de terroristes des citoyens qui ne sont poursuivis par aucune juridiction. Un régime qui éborgne les manifestants, qui tape sur les agriculteurs. Un régime qui ruine les Français par les factures d'énergie. Ce régime-là, il est hors de question qu'un Africain de la trame de Kémy Séba se laisse humilier en battant en retraite à la première attaque. Moi, Niamsi ou Cameroun ou Africa, je vous informe que j'ai appelé Kémy Séba pour lui dire « Toi, pas bouger ». Je connais la mentalité de Kémy Séba. Lui, il se préparait à se lever et à dire « Ok, le passeport français, j'en ai rien à foutre, vous le prenez ». Moi, je lui ai dit non. Quand on est un leader communautaire, on ne fait pas un pas sans son peuple. Si tu veux jeter le passeport français, il faut que tu regardes la communauté des Africains de France et que tu te demandes quelle en est la conséquence pour eux. Tu ne peux pas te comporter. Tu ne peux pas te comporter comme un individu singleton. Voilà. Je me permets de vous dire ce que j'ai dit à Kémy. Je lui ai dit non, 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 tu ne bouges pas. Tu ne fais rien. Bon, brûler un billet de CFA, ça se comprend. C'est sans conséquence extraordinaire, si ce n'est une conséquence symbolique. Mais attention, le passeport, ce sont des droits. Il y a des droits qui sont associés à ce passeport. La carte d'identité, il y a des droits qui sont liés à ce passeport. Ces droits-là sont politiques, mais ces droits sont économiques. Ils sont fonciers. Donc, tu as toute une communauté, c'est des millions d'êtres humains qui considèrent que ton combat est noble. Tu ne peux pas faire le pas vers cette auto-rupture sans que ta communauté te suive. Donc, je parle aujourd'hui très clairement. La citoyenneté française, dès lors qu'elle est reconnue à quelqu'un, est un droit. Monsieur Macron, Monsieur Darmanin ne se lève pas le matin et gâche.
Ils ne sont pas plus français que les Noirs français. Ils ne sont pas plus français que les Arabes français. Parce qu'en fait, c'est une menace contre les Noirs français et les Arabes français. Et ce sera l'objet de mon troisième et dernier argument. Si quelqu'un ne veut plus être français, il le décide lui-même. Ce n'est pas Macron et Darmanin qui décident à sa place. La personne fait ses calculs, la personne fait ses options et dit « je ne suis plus français ». C'est une liberté de conscience. Mais un leader communautaire ne fait pas ce pas-là sans avoir calculé les conséquences pour la communauté. C'est ce que j'ai dit à Kémy. C'est ce que j'ai dit à Kémy. Ma méthode à moi, c'est que nous devons mobiliser des centaines de robes noires. Il faut qu'on voit le plus grand nombre de robes noires. Vous avez vu le nombre d'avocats qui se sont mobilisés pour défendre les Palestiniens? Vous savez combien d'avocats africains il y a en France? Il y a des milliers d'avocats africains en France. Maintenant, je les appelle à sortir et à défendre de manière bénévole Kémy Séba. Comme mes avocats, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubek, Maître Alexis Iou, Maître Sylvain Senda, se sont mobilisés spontanément pour venir me défendre. En me disant, c'est pour nous que tu souffres. Oui, j'étais assis à Rouen. Ces trois frères-là sont descendus. Je dis bien, je n'ai pas payé les frais de transport de quelqu'un. Je dis, je n'ai pas payé les frais de transport de quelqu'un. Mes avocats, dans les batailles que j'ai menées, en dehors de mon avocat français que j'avais engagé un peu plus tôt, que lui, j'ai payé en honoraire, mes avocats africains, je cite bien leur nom, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubek, Maître Alexis Iou. Ndjifutao est du Cameroun comme moi, Iou Alexis est du Togo, et c'est l'un des compagnons de notre regretté docteur Agbeomé. Senda Sylvain, qui s'est joint à un moment donné au collectif, est du Congo-Brazzaville. Senda, lui, il est venu me trouver chez moi, une après-midi où j'entrais chez moi, il m'a dit, c'est vous, monsieur Niamsi? J'ai dit, oui. Il dit, je suis votre frère Sylvain Senda, je suis avocat, je suis venu vous défendre. Je me constitue. J'appelle les avocats de France, les avocats africains de France, à déposer leur affaire d'argent de côté et à venir défendre la communauté, comme nous le faisons, à nos risques et périls. Il est temps que vous montriez que vous étiez à l'école. Ça, c'est le deuxième argument. Derrière l'attaque contre Kémy Séba se cache une attaque et une fragilisation de tous les citoyens français d'origine africaine. On veut dire à nos enfants français noirs, on veut dire à nos enfants français arabes qu'ils sont bien sûr moins français que les autres et qu'eux, on peut les déposséder de leurs droits sans problème. Dès lors qu'ils ne font pas les volontés du gouvernement, dès lors qu'ils ne répètent pas la vulgate de BFM TV et de LCI TV, on les décrète ennemis de la France. Et on les déchoit de tout. Voilà ce contre quoi la communauté franco-africaine doit se dresser comme un seul homme et se battre. Parce que nous avons des droits. Maintenant, je viens au troisième et dernier argument. Pour conclure depuis Bamako ce direct de vérité qui, j'espère, vous plaît. Et j'espère que vous êtes en train de le partager. Hein. Donnez ce direct. Hein. Vous êtes près de 4000 personnes maintenant sur YouTube. Hein? Oh, j'ai oublié de lancer mes amis côté Facebook. Pour côté TikTok. Je pensais que j'étais sur TikTok, je n'ai même pas lancé TikTok. Mes amis côté TikTok, je vous demande pardon. Je croyais avoir lancé l'émission côté TikTok. Bon, je résume un peu pour vous qui arrivez sur TikTok. Je suis en train d'abord d'appeler les Africains du monde entier à s'unir en prière pour le peuple togolais. Car le docteur Agbeomé Kodjo, principal leader de l'opposition togolaise, gagnant de la précédente élection présidentielle du Togo, vient de mourir d'une crise cardiaque en exil au Ghana. C'est la première chose que j'ai dite. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que je soutiens Kémy Séba parce que Kémy Séba nous défend. Quand quelqu'un me défend, je le défends parce que je suis un homme reconnaissant. Je déteste l'ingratitude. Je déteste les ingrats. Donc moi, je suis quelqu'un de reconnaissant. Tu me défends, je te défendrai toujours. Kémy Séba défend la communauté doit le défendre. Mais deuxième élément, on tente de déchoir Kémy Séba de sa nationalité et les Africains n'ont pas vu que derrière cette tentative de déchéance, en fait, il y a le projet de les déposséder tous et de spolier leurs enfants et leurs héritiers. Car, en effet, ces procédures de déchéance de nationalité cachent en sous-main la volonté de s'accaparer du patrimoine africain. Ils ont commencé, les dictateurs africains volent
l'argent en Afrique, ils achètent des immeubles en Occident et les dirigeants occidentaux arrachent ces immeubles. C'est passé. Tout le monde a dit ce sont des voleurs volés, la vie continue. Maintenant, ils veulent voler les Africains libres d'esprit. Tout Africain qui ne répète pas la vulgate du gouvernement en place, de l'élite politique dirigeante, on décrète que c'est un ennemi de la France et on veut le spolier sa nationalité. Ils veulent créer une jurisprudence pour spolier tout le monde, spolier les Arabes et les Noirs de France. C'est ça le but. Et il faut que tout le monde le note. Voilà pourquoi j'appelle tous les avocats, noirs et arabes de France, à monter en première ligne pour défendre Kémy Séba. Et voilà pourquoi je vous informe que j'ai dit à Kémy Séba que je suis opposé à l'idée qu'il se soumette au diktat de M. Macron et de M. Darmanin, qui croient pouvoir actionner tranquillement des juges à leur solde et obtenir ainsi sa déchéance de nationalité. Ils veulent une jurisprudence pour ruiner les Africains et les Arabes. Ils veulent une jurisprudence pour cadenasser l'Africain et l'Arabe de nationalité française dans le statut de sous-citoyen qui est supposé fermer sa gueule pendant que les autres parlent. Parce que, en fait, c'est quelqu'un à qui on aurait donné une onction spirituelle, une vie supplémentaire, presque une vie céleste en le rendant français. Il s'agit d'une tentative de prendre les Africains et les Arabes français en otage en France. Voilà pourquoi il faut se mobiliser contre. Je viens maintenant au troisième argument. Entrons au fond des choses. On en veut à Kémy Séba parce que Kémy Séba, comme moi, comme Nathalie Yam, comme Egunchi Béanzin, comme Konaré, comme beaucoup d'Africains, nous dénonçons la politique étrangère de l'Occident en général et de la France en particulier en Afrique. Que dénonçons-nous? L'occupation militaire française. Est-ce qu'elle n'est pas un fait? La colonisation a pris fin. L'armée française fait quoi sur le sol africain? Nous dénonçons quoi? Mais la domination économique et financière. Est-ce qu'elle a pris fin? La Banque de France continue à contrôler la monnaie de 15 pays africains à travers sa monnaie d'escroquerie appelée le CFA. Nous dénonçons quoi? Le soutien de la France aux pires régimes politiques africains. On vient de flinguer à bout portant Yaya Dilo N'Djamena. Que dit la France? C'est elle qui a imposé Idriss Mahamat Kaka. Et avant lui, qui a imposé Idriss Déby. Et avant lui, Hissène Habré. N'est-ce pas? Les pires régimes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Sénégal, les pires violations des droits humains, au Tchad, les pires au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Gabon, toutes les abominations, on les commet contre les Africains avec le soutien de l'élite politique française. C'est ce que Kémy Séba, Nathalie Yam, Egunchi Béanzin, Konaré, etc., ou moi-même, nous dénonçons. Est-ce que c'est faux? Enfin, nous dénonçons l'hégémonie culturelle abusive organisée par l'élite, d'abord sous De Gaulle et Foccart, et par la suite toute l'élite politique française contre l'Afrique, à travers le système de la francophonie. Est-ce que ce système a été démantelé? Loin de là. Donc les 4 causes fondamentales de l'Afrique des libertés, elles sont des causes fondées sur des faits. Mais on veut enfermer les Africains qui critiquent la politique africaine de la France dans le concept de sentiment anti-français. C'est-à-dire que nous serions dans l'émotion. Pendant que eux, ceux-là qui maintiennent des troupes néocoloniales sur le sol africain, ceux-là qui maintiennent une monnaie néocoloniale sur le sol africain, ceux-là qui soutiennent les dictateurs les plus abjects, qui massacrent les Africains et les contraignent à vivre dans la misère, ceux-là qui continuent à contrôler les idées en Afrique, on veut les présenter comme des êtres rationnels, et nous qui les dénonçons, nous sommes émotionnels. Mais le fond du problème est le suivant. Mais qu'est-ce qui leur permet de penser que l'Africain n'est pas capable de raisonner? M. Macron, M. Darmanin se prévalent de quel titre académique que les Africains n'auraient pas été capables d'avoir pour penser qu'ils sont plus aptes à la rationalité que les Africains. Et que quand les Africains revendiquent des droits, ces droits sont émotionnels. Alors que quand les néocolons français continuent d'administrer une domination, cette domination est rationnelle. Depuis quand la raison se réduit à la raison du plus fort? La Fontaine, dans sa fameuse fable, ironise contre la fameuse raison du plus fort, qui se croit toujours la meilleure. Le loup dévore l'agneau, non pas parce que le loup a raison, mais parce que le loup est le plus fort. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si l'Afrique se rend compte qu'elle est plus forte? Oui, l'Afrique unie est plus forte que la France. Donc la France ne peut plus jouer au loup avec des Africains unis.
C'est le cas de l'Alliance des États du Sahel. La dialectique du loup et de l'agneau cesse avec les Africains dès lors qu'ils sont unis. Bon, unis, les Africains peuvent faire partie de l'armée française. Elle rentre en France. Unis, les Africains peuvent démanteler la domination économique et financière française et créer leur propre monnaie. Comme ça, la France reprend sa monnaie. Unis, les Africains peuvent chasser les dictatures, installer des transitions et des gouvernements révolutionnaires et réinventer leur modèle politique, loin du paradigme démocratique dont on nous a battu les oreilles, notamment depuis le très hypocrite discours de la Bolle en 1991, en 1990, le 20 juin 1990, dont on nous a reparlé dans le cadre du rappel qui sauve le président Abdourahmane Tiani. Les Africains unis peuvent reparler leur langue. Les Maliens parlent le Bambara, ils parlent le Peul, ils parlent le Soninké, ils parlent la langue Boré. Les Maliens parlent leur langue, ils parlent le Dogon, les Maliens parlent leur langue. Les Africains parlent Swahili, ils parlent le Lingala. Les Africains parlent Peul, ils parlent Hausa, ils parlent Djerma, ils parlent arabe Koa. Les Africains parlent Bassa, les Africains parlent leur langue là. Et les Africains ont inventé l'écriture avant l'Occident, avant l'Orient. Il n'y a aucune raison que la renaissance africaine ne soit pas une renaissance linguistique. Voilà les 4 raisons qui font que nous savons que la résistance africaine, les panafricanistes sont dans la rationalité. Ce sont les néocolonialistes qui sont dans l'émotion. Et le rapport de force a changé. Si nous étions dans la première moitié du XXe siècle, l'armée française menait une expédition punitive contre le Mali, le Burkina et le Niger. Elle les écrasait sous les bombes, comme elle l'a fait au Cameroun, entre 1955 et 1971, et puis c'était terminé. Si on était encore à la fin, au début des années 2000, comme elle l'a fait en Côte d'Ivoire, Chirac a détruit toute la flotte ivoirienne en une journée. Mais parce que Gbagbo n'avait pas d'alliés. La politique qu'il avait menée lui avait aliéné les pays de la sous-région. Il n'avait pas d'alliés. Imaginez quand Chirac a voulu détruire la flotte présidentielle, la flotte, militaire aérienne ivoirienne en 2004. Imaginez que la Côte d'Ivoire à cette époque soit en alliance avec le Mali, avec la Guinée, avec le Burkina, avec le Niger. Vous pensez que Chirac aurait attaqué? Chirac aurait osé attaquer la Côte d'Ivoire si Laurent Gbagbo était dans une alliance? Non. Ils n'ont pas attaqué le Niger parce que le Niger est dans une alliance. Quand ils ont vu le Mali et le Burkina se lever, l'armée française a évalué sa capacité militaire à mener cette guerre, c'est-à-dire à accepter de consentir des morts dans une guerre ouvertement néocoloniale, une guerre de l'uranium. Donc, je suis dans le 3e argument de cette conférence. Il faut que vous compreniez que nous, Africains, qui sommes engagés dans ce combat et qui inspirons les foules, nous sommes convaincus de notre bon droit. Il ne s'agit pas de prendre à la France quelque chose pour le donner à l'Afrique. Non, mais de rendre à l'Afrique ce qu'elle mérite. Comme l'a dit Jacques Chirac. Chirac le dit. Depuis 600 ans, la France vit de l'exploitation de l'Afrique. Il serait temps qu'elle lui rende ce qu'elle lui a pris, d'autant plus que si ça n'a pas lieu, on va vers des pires convulsions. Ce sont les mots du président Chirac, 2 fois élu président de la République française. Donc il faut que les Africains de France, les Africains d'Afrique et les Africains du monde comprennent que nous ne sommes pas dans un combat émotionnel. Moi, Niamsi ou à Cameroun ou à Africa, je n'ai jamais détesté quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. Je ne peux pas détester un être humain parce qu'il est blanc. Je ne peux pas détester ou aimer un être humain parce qu'il est noir, détester ou aimer quelqu'un parce qu'il est jaune ou parce qu'il est rouge. Personnellement, je ne suis pas du tout. Alors, je me suis débarrassé, j'ai travaillé pour me débarrasser des préjugés tribalistes et racistes. Mon panafricanisme n'est pas un appel à la domination du monde par les Noirs. Mon panafricanisme n'est pas un négrisme. Mon panafricanisme appelle à l'égalité, à l'équité humaine. Donc, je ne me sens pas en complexe d'irrationalité face à un dirigeant français qui, lui, veut maintenir le CFA, maintenir l'armée française en Afrique, maintenir la domination des régimes abjects qui truquent les élections, violent les constitutions, massacrent les populations et les opposants politiques,
Je ne me sens pas rationnellement inférieur à un homme politique ou à une femme politique français qui veulent maintenir le système néocolonial. Je sais que ce sont eux qui sont dans l'irrationalité et moi qui suis dans la rationalité. C'est moi. Et il faut que les Africaines et les Africains arrêtent de raser les murs. Ce que nous demandons n'est pas irrationnel. Ce que nous demandons, ce n'est pas la haine envers l'homme blanc. Nous ne demandons même pas la haine envers le peuple français. La quasi-totalité des personnes qui s'expriment dans cette lutte appellent à distinguer la politique africaine de la France du peuple français. Voilà pourquoi vous allez observer qu'au Mali, au Burkina, au Niger, les personnes françaises n'ont pas été atteintes. Tout au long de la révolution qui a eu lieu, vous avez remarqué que les personnes françaises ont été épargnées. C'est le signe d'une grande maturité du peuple africain. Les Maliens ne se sont pas attaqués à des personnes parce qu'elles sont françaises. Ils ont demandé que l'armée française rentre en France. Le Mali, le pays où je réside actuellement, où je séjourne actuellement, a simplement demandé que la relation franco-malienne soit repensée dans une logique d'équité. Le Mali n'a pas dit qu'il voulait rompre les relations diplomatiques avec la France. Le Mali a dit qu'il veut rompre les relations néocoloniales. Ce n'est pas la même chose. Et une citoyenne, un citoyen français rationnel doivent être capables de comprendre cela, parce que nous, on l'a compris. Quand je dis que je suis anti-France-Afrique, je ne suis pas anti-français, c'est pour que tout le monde prenne conscience que je garde raison. Je ne suis pas dans une logique de vengeance. Je ne suis pas dans une logique de racisme antiraciste, mais dans la logique de la réparation, de la restitution, de la dignité africaine, en toutes circonstances. Ça, c'est une logique rationnelle et raisonnable. Le Burkina Faso n'a pas dit que le Burkina ne veut plus avoir de relations avec la France. Le Burkina Faso a dit qu'il ne veut plus de relations néocoloniales. Et ça, c'est rationnel. Ce n'est pas de l'émotion. Les Burkinabés ont dit, on ne veut plus que l'armée française occupe notre sol. Les Burkinabés ont dit, on ne veut plus que la France contrôle notre système économique et en tire plus avantage que nous-mêmes. Les Burkinabés ont dit, on ne veut plus que la France nous impose des dirigeants qu'elle a choisis, contre la volonté de notre peuple. Nous voulons choisir nous-mêmes nos dirigeants et personne d'autre. On ne veut plus que la France nous impose son modèle culturel. Voilà. Et ça, c'est rationnel. Le Niger a dit la même chose. Vous nous occupez militairement, allez chez vous. Le Niger n'a pas appelé à la rupture des relations avec la France, mais à la rupture des relations néocolonialistes. Les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens, les Africains d'Afrique, ancienne colonie française, ancienne, parlent encore 60% du temps français. Et il serait temps que des dirigeants rationnels à la tête de la France en prennent acte. La seule chance que la langue française vive un jour dans le monde, elle est en Afrique. À condition de laisser les Africains faire revivre leur langue. Le français peut survivre en Afrique. À condition qu'il accepte son rôle et sa position nouvelle de langue de travail. Et que les langues nationales africaines deviennent officielles. Donc, mon troisième argument consiste à dire africaines, africains. Mais nous, Africains qui revendiquons la fin de la France-Afrique, c'est nous qui sommes dans la raison. Ceux qui sont pour la continuité de la France-Afrique, ce sont ceux qui sont dans l'émotion. Donc, quand on parle de sentiment anti-français, ce n'est pas vrai. Ce qui existe, c'est plutôt un sentiment anti-africain. Et la mesure de déchéance de nationalité qui est envisagée contre Kémy Séba est une mesure haineuse. M. Macron, M. Darmanin ont de la haine parce que nous contribuons à libérer les Africains du joug du néocolonialisme français. De quel côté se trouve le sentiment? Du côté du régime français. Nous sommes dans la rationalité. Nous leur disons, mais les gars, l'armée africaine n'occupe pas la France, arrêtez d'occuper l'Afrique. Nous leur disons, l'Afrique n'impose pas une monnaie à la France, mais arrêtez d'imposer une monnaie à l'Afrique. Nous leur disons, l'Afrique ne choisit pas les dirigeants français, mais arrêtez de choisir les dirigeants africains. Nous leur disons, l'Afrique n'impose pas sa culture à la France, mais nous disons à la France d'arrêter d'imposer sa culture à l'Afrique. Nous sommes dans ce qu'on appelle la réciprocité. La fameuse règle d'or.
Ne faites point aux autres le mal que vous ne voudriez point que les autres vous fissent. Faites aux autres tout le bien que vous voudriez que les autres vous fissent. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que le grand maître Jésus de Nazareth vous a enseigné. Occident chrétien, soyez moins chrétien, respectez un tant soit peu votre tradition. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Qui est dans la raison? C'est nous. Qui est dans l'émotion? C'est eux. Et puis, ils nous présentent comme des gens qui promeuvent le sentiment anti-français. Moi, je n'ai pas de sentiment anti-français. J'ai une objection, j'ai une opposition viscérale au néocolonialisme français. Ici, la raison est le fondement du sentiment, et non le sentiment, le fondement de la raison. À partir du moment où quelqu'un vient face à moi et me dit que il va me déchoir de la nationalité parce que je critique la politique africaine de la France, c'est lui qui est dans le sentiment. Parce qu'il faudrait qu'on prenne les choses point par point. Je demande que l'armée française quitte le sol africain. C'est rationnel ou pas? C'est raisonnable ou pas? Discutons-en. De quel droit l'armée française doit occuper l'Afrique, mais pas une armée africaine de la France. Vous qui êtes donc beaucoup plus rationnels que nous, les négros émotionnels, justifiez-nous les raisons pour lesquelles c'est vous qui devez avoir vos armées chez les autres, jamais les autres chez vous. Les Américains qui ont une base militaire au Niger, est-ce qu'il y a une base militaire nigérienne aux États-Unis? C'est ça la rationalité. L'un des critères de la rationalité morale, c'est la réciprocité. Il n'y a pas d'amitié entre le pot de fer et le pot de terre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà vu un pot de fer et un pot de terre qui sont amis? Il y en a un qui va se casser la gueule. L'amitié se dit de gens qui se considèrent comme des égaux. Est-ce que la souveraineté africaine est considérée comme une souveraineté égale? That is the question. Merci à toi, Felipe, wa Africa, wa Sénégal. C'est ça la question qui se pose. Donc, Kémy Séba est dans la rationalité. Macron, Darmanin et tout leur gouvernement sont dans l'émotion. Voilà pourquoi ils passent leur temps à nous menacer. Ils passent leur temps à nous promettre et à nous mettre des bâtons dans les roues. Ils passent leur temps à nous rendre la vie difficile. Alors qu'il suffirait pour eux de se remettre en cause. Il suffirait pour chacun d'entre eux de faire son chemin de Damas et de dire quel mal avons-nous fait à l'Afrique? Comment le réparer? Comment renouer avec l'Afrique? Une relation authentique, une relation équitable, une relation fraternelle. Si l'élite politique française se posait cette question, elle serait transformée en une seconde, en une élite politique humaine. Mais elle est actuellement inhumaine, infra-humaine, alors qu'elle se prend pour supra-humaine. Mais c'est une élite inhumaine et infra-humaine, alors même qu'elle se prend pour supra-humaine. Elle est en deçà. Elle est opposée à l'humanité. Nous, les Africains de France, nous, les Africains de nationalité française, sommes la dernière chance de la France de se sauver comme puissance mondiale. Voilà pourquoi j'ai proposé il y a plusieurs années à l'élite politique française de sortir du modèle de la République centralisée jacobine française pour aller vers le modèle de la fédération française. La France doit être une fédération. Si elle veut continuer à intégrer la métropole française, les Antilles, la Réunion, la Polynésie, la France doit être une fédération. Elle doit se considérer comme une fédération. Elle doit passer du modèle républicain unitaire au modèle fédéral décentralisé. Ce qui lui permettra de faire respirer les multiples ethnies qui la composent et non pas de continuer à imposer le dogme de la domination blanche, catholique, qui elle-même ne correspond plus à rien, puisque l'élite politique française n'est pas catholique. Elle est aux antipodes des valeurs du catholicisme. La France, fille aînée de l'Église, d'abord, elle n'a jamais existé, et elle existe encore moins aujourd'hui. Pape Ndiaye, qui m'a fait crucifier en France, avant d'être crucifié du ministère de l'Éducation nationale, a dit que la France n'a jamais été, n'est pas la patrie des droits de l'homme. Il faudrait reméditer les affirmations de l'historien Pape Ndiaye. La France n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais la patrie des droits de l'homme. Ça, c'est Pape Ndiaye qui l'a dit. Avant de servir de bras armé pour me frapper en bon traître. Depuis, il a eu sa médaille. On lui paye 17 000 € par mois. Il est ambassadeur chargé de l'Europe. Un poste pour ne rien faire. Et en plus, il ne faut pas qu'on dise, il ne faut même pas qu'on parle. Parce que quand on en a parlé, quel crime? Quoi?
Ce Franklin Nyamsi, pour qui il se prend? Mais Franklin Nyamsi se prend pour un être humain. Un être humain. C'est tout. Quand je passe, vous dites, voilà un homme qui passe. C'est tout. Et je veux que les Africains qui m'écoutent, qui participent à mon enseignement, soient des Africains verticaux. Quand ils passent, on dit, voilà une dame, voilà un homme qui passe. Voilà une dame, voilà un homme qui passe. Voilà. Et nous ne voulons rien d'autre. Donc, voilà les 3 raisons pour lesquelles je voulais vous parler aujourd'hui et appeler la communauté africaine, la communauté française, la communauté mondiale à être attentive au fait que le projet de déchéance de nationalité engagé par M. Macron, M. Darmanin contre Kémy Séba est un projet d'explosion de la nation française. En fait, ils sont en train de détruire la nation française. Ce qui constituait le socle de la communauté française, même depuis De Gaulle. L'acceptation relative de la diversité française. La réconciliation de la France et de ses anciennes colonies sur la base du partage de la citoyenneté. Tout cela est ce qui est menacé de destruction, à l'instant où nous parlons. Ce qui est menacé de destruction, c'est la France. Derrière ce projet de déchéance de nationalité, M. Macron et M. Darmanin vont installer très clairement dans l'esprit des Noirs et des Arabes français qu'ils ont été exclus de la nation. Et ainsi va s'installer une discrimination encore plus flagrante que celle qui existe déjà. Voilà pourquoi je dénonce cela. M. Hollande, quand il était président de la République française, a détruit sa carrière politique quand il a envisagé un projet de loi qui devait déchoir de la nationalité française les Français d'origine arabe ou africaine qui critiquent la France. Mais dites-moi, il y a un Français qui a giflé le président français. On ne l'a pas déchu de la nationalité française. Vous pensez vraiment qu'un arabe ou un noir de France qui aurait giflé M. Macron serait encore français, selon la logique de ces racistes blancs? Je pose la question. Il y a un Français blanc qui a giflé de sa main. Et j'entends encore le bruit sonore de la claque infligée au président de la République. C'est-à-dire, au mépris de la fonction du président de la République, il l'a giflé. Il a fait quoi? 1 ou 2 mois de prison, il est rentré chez lui. Vous pensez qu'un arabe ou un africain qui l'aurait fait serait vivant? Je pose cette question à mes compatriotes français. Pourquoi il n'a pas été déchu de nationalité? Quand il y a des Français blancs qui vont participer à des activités terroristes au Moyen-Orient, puis qui sont rapatriés, ils ne sont pas déchus de leur nationalité. Mais Kémy Séba, quelle activité terroriste a-t-il pratiqué contre la France? Moi, Nathalie Yam ou qui que ce soit, avons-nous posé des actes de terreur contre la France? Une cartouche a-t-elle été tirée par nous? Une bombe a-t-elle été posée sur nos autres? Avons-nous créé une organisation de lutte militaire contre la France? Des gens qui participent à des actions terroristes ne sont pas déchus de la nationalité française, quand ils sont blancs français. Mais dès qu'il y a un Africain qui critique la politique africaine de la France, on ne pense qu'à le déchoir. De Villepin critique la politique africaine de la France, il critique la politique russe de la France. Qui peut déchoir De Villepin de sa nationalité? Sarkozy, qui a un père hongrois, il a dit que l'Europe était la civilisation la plus barbare en politique. Un noir ou un arabe africain qui le dit serait classé par M. Macron, M. Darmanin, dans la liste qu'on doit virer. Mais M. Sarkozy de Nagui Bokcha va-t-il être renvoyé en Hongrie? Jonathan Bardella, qui a des parents italiens, Bardella a dit que le président Emmanuel Macron était un schizophrène, un paranoïaque, et que c'était inquiétant qu'un tel type soit président de la République en France. Est-ce qu'on va déchoir Bardella de sa nationalité française et le renvoyer en Italie? Marine Le Pen, le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, Attal Gabriel, a dit que Marine Le Pen et le Rassemblement national, c'était les troupes russes en France. Mais a-t-on envisagé de déchoir Marine Le Pen et les dirigeants du Rassemblement national de leur nationalité française, justement parce qu'ils sont des troupes russes en France et qu'ils auraient trahi la nation française? Vous voyez ce 2 poids 2 mesures
Comment voulez-vous que nos enfants, les générations futures de Français descendants de Noirs de France, les générations futures de Français descendants d'Arabes de France, comment voulez-vous qu'ils reçoivent le message que M. Macron envoie? Si ce n'est un message de mépris. Pour dire, toi, le Noir de France, toi, l'Arabe de France, vous êtes des sous-Français. Vous serez toujours en souffrance. Souffrance. S-O-U-S, France. Et vous serez toujours traités à part. Vous ne voulez pas la paix. Vous ne voulez pas la fraternité. Vous ne voulez pas la coopération équitable des peuples et des nations. Vous ne voulez pas le commerce équitable. Vous ne voulez pas le développement durable. Vous ne voulez pas les réparations. Vous ne voulez pas la réconciliation. Vous ne voulez pas la repentance. Vous ne voulez pas que soient jugées les tragédies, les déportations, les génocides que vos ancêtres ont commis. Et vous voulez vivre en paix avec le monde. Ce n'est pas possible. Parce que le monde est habité par la mémoire. Écrivez ça. Il faut qu'émerge en France une élite consciente de ses devoirs. Devoir de repentance, devoir de réparation, devoir de vérité, devoir de justice, devoir de fraternité, devoir d'équité. Seule une telle élite peut redonner à la France non plus un statut de puissance néocoloniale, mais un statut de puissance morale. Une puissance qui aura appris de ses erreurs et de ses fautes. Voilà ce que je souhaite pour la France. Jusqu'au jour où je vous parle aujourd'hui, Kémy Séba qui est menacé n'a jamais pris les armes contre la France. Je n'ai jamais vu Kémy Séba avec une arme en main. Kémy Séba n'a pas monté une milice. Kémy Séba n'a pas constitué une force armée. Kémy Séba a refusé, même quand cela lui a été proposé. Il l'a avoué dans une interview par Evgeny Prigojine, qui lui avait proposé de passer à l'action armée. Kémy Séba a témoigné qu'il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il a choisi en tant que militant d'agir au niveau de la conscience. Il est un guerrier de l'esprit. Et nous devons le défendre comme tel. Tous les Africains, toutes les Africaines, comme Nathalie Yang, comme Konaré, comme Egunti, comme tous les autres qui se tiennent debout pour affirmer ce qui est vrai et ce qui est juste, nous devons les défendre comme la prunelle de nos yeux. Et il ne faut pas que les Africains s'habituent à se faire supplier pour se défendre. Parce qu'en fait, en les défendant, vous vous défendez. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas pour eux que vous le faites, c'est pour vous-même. Je le disais encore, dans les autres communautés bien organisées du monde, on trouve normal que les leaders communautaires aient une vie correcte parce que ces leaders doivent respirer la confiance, ils doivent inspirer l'amour de la vie. Si un leader communautaire est dans la misère nue, mais il ne pourra pas, justement, inspirer la volonté de prospérité. Il ne pourra pas inspirer la volonté de transformation positive de l'environnement chez ceux qui l'entourent. Donc, le leadership africain, sans être un leadership matérialiste, ne doit pas être misérabiliste. Donc, Kémy Séba, il fait plutôt bien ce qu'il fait. Moi, je suis très content d'avoir ce jeune frère. Je lui ai donné mon accord. Je donnerai, dans les prochains jours, de temps en temps, des micro-interventions, des interventions sur un certain nombre de sujets sur sa chaîne Afrique Résurrection. Oui, écoutez, quand un leader panafricaniste fait quelque chose, si les autres ne l'aident pas, qui va l'aider? Tous ceux qui se disent panafricanistes, quand un panafricaniste réussit ou fait quelque chose de bien, si nous ne l'aidons pas, que signifie notre panafricanisme? Moi, je suis opposé au panafricanisme qui consiste à dire que tout le monde doit être dans la même organisation. Je suis opposé à cela, parce que ça conduit à la pensée unique, et la pensée unique est appauvrissante. Mais quand il y a quelqu'un qui est dans le combat panafricaniste et qui mène une bonne action, mais appuyons-le. Donc moi, j'ai dit à Kémy, depuis le mois de février, j'aurais pu commencer, j'ai été saturé. J'ai dit à Kémy qu'à partir du mois de mars, je donnerai pour Afrique Résurrection, comme le fait ma soeur Nathalie Yang, je donnerai mes chroniques. Mais pourquoi? Parce que je donne des chroniques sur RFI, je donne des chroniques à France 24, je donne des chroniques à Sputnik, je donne des chroniques à Russia Today, je donne à Vox Africa, je donne à Afrique Média. Pourquoi je ne donne pas à Afrique Résurrection? Moi, j'ai appris un grand secret. C'est qu'un grand n'est jamais jaloux. Un grand n'est jamais jaloux du succès d'autrui. La grandeur commence dans l'humilité. Un grand, au sens authentique du terme, n'est jamais jaloux du succès d'autrui.
Quand je vois mon Kémy Séba qui marche, je le vois en Équateur, Cuba. Moi, je suis content. Mais je connais des petits esprits qui viennent grenouiller dans le panafricanisme et qui sont jaloux de lui, qui aimeraient qu'il ne réussisse pas. Je connais même des petits esprits africains qui se promènent maintenant sur les réseaux sociaux. Oui, tu as dit que la France est... Renonce alors, panafricain. Pourtant, ce que Kémy Séba fait, c'est même pour défendre ceux qui le traitent de panafricain. Nous défendons même ceux qui nous traitent de panafricains. C'est pour eux. Parce qu'ils sont remplis en France. Ils sont remplis en Italie. Ils sont remplis en Europe. Ils sont remplis en Amérique. Ils ont acheté des maisons. Ils ont des crédits à la banque. Ils ont des enfants qui ont grandi. Si une jurisprudence de la déchéance de la nationalité africaine s'installe, ça va les atteindre. Ça va les frapper. C'est même pour eux que nous nous battons. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai des responsabilités en tant que père de famille. Je dois veiller à ce que ma famille, mes enfants grandissent dans les meilleures conditions possibles. Mais j'ai résolu, avant de faire pleinement la politique, j'ai résolu un problème fondamental. Et je le dis à tous les jeunes que je rencontre. Le métier. J'ai un métier. Donc la politique peut ne pas marcher. J'aurai toujours un métier et des aptitudes intellectuelles pour gagner ma vie. C'est ce que je recommande à chaque Africaine et à chaque Africain. Quand tu n'as pas un métier, quand tu n'as pas une consistance personnelle, eh bien, tu ne peux exister que par ce genre d'initiative, n'est-ce pas? Tu ne peux exister que, justement, par les fonctions publiques. Mais il faut avoir d'autres centres d'intérêt. Quand tu as du temps, prie, médite, écris de la poésie, joue de la musique, occupe-toi de tes enfants, de ta femme, occupe-toi de ta famille, occupe-toi d'autres choses. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Il y a la vie aussi. Occupe-toi parce que, en fait, tu ne peux pas réduire ta vie à un seul aspect de celle-ci. La vie est polyphonique. Donc, quand vous pensez qu'en soutenant Kémy Séba, vous rendriez service à quelqu'un d'autre qu'à vous-même, c'est simplement parce que vous ne pensez pas plus loin que le bout de votre nez. Que vous soyez panafricaniste ou pas, le combat de Kémy Séba consiste à vous donner des droits qui vous sont refusés. Nous nous battons, y compris pour que les Africains qui nous détestent le plus vivent dans un monde où on respecte les Africains. L'Africain qui me déteste le plus, si j'apprends qu'on le méprise en tant qu'Africain, moi, Nyamsi ou Cameroun ou Africa, je le défendrai. Mais j'ai été capable de défendre Sylvain Ité, l'un des hommes qui m'ont livré à la vindicte populaire en France, qui m'a livré à la persécution politique en France. Ité a écrit un livre, et on a réprimé, on a censuré le livre. Je suis l'un des premiers, peut-être que je suis même presque le seul citoyen français à être sorti pour dire pourquoi vous empêchez Ité de publier ses idées. Je ne suis pas d'accord avec Sylvain Ité, mais je me battrai pour qu'il ait le droit de s'exprimer. J'ai fait ça. Si je fais ça pour quelqu'un qui aimerait me voir mort, chassé de tout travail, déchu de la nationalité française, jeté à la rue, si je fais ça pour lui, combien de fois pour l'Africain qui me traite de panafricain alors que je suis en train de le sortir de la gadoue et du mépris abyssaux de l'histoire. Voilà, mes chers amis, la conversation que je voulais avoir avec chacune et chacun d'entre vous. Nous sommes le lundi 4 mars 2024 sur la Terre des Hommes. J'ai commencé par une triste nouvelle. C'est la mort en exil du docteur Abeome Kodjo Mensah, leader de l'opposition togolaise, précédemment élu à l'élection présidentielle togolaise, mais dont la victoire n'avait pas été reconnue et dont la victoire a été piétinée par le régime de M. Faure Gnassingbé, auquel j'ai adressé une doléance. C'est de dire, Monsieur le Président Faure, vous avez brillé ces derniers temps par des médiations pour les mercenaires ivoiriens, par des médiations pour le juntar Mohamed Bazoum qui a fait boum à Niamey. Eh bien, maintenant, vous êtes attendu. Montrez-nous que vous êtes capable de vous dépasser. Laissez organiser les obsèques d'Abeome Kodjo en paix, qu'il rentre au moins reposer en paix dans son pays natal et libérer donc maintenant tous les prisonniers politiques togolais. Que la crise togolaise soit apaisée. Ça fait trop de souffrance pour notre peuple. C'est trop. Déby et Masra tuent Dilo N'Djamena, se proclament candidat d'une élection dont le résultat est connu. Abeome Kodjo meurt au Ghana.
dans un monde où on n'a même jamais voulu examiner les revendications légitimes qui étaient les siennes. Juste avant lui, c'était Monseigneur Odro, mort en exil en Suède. Non, rendons un peu de souffle et de vie à l'Afrique. Bon, mes chers amis, voilà, je suis à Bamako, au Mali. Je suis au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Je salue mes amis de la place de Bamako. Alors, mes téléphones n'ont pas arrêté de sonner. Vous avez vu, pendant l'émission, je devais me lever, Je suis sur place, j'essaierai autant que possible de répondre aux aspirations les plus légitimes de toutes et de tous. Je donnerai quelques interviews, je participerai à quelques émissions également sur la place pour contribuer, comme toujours, à l'édification et à la conscience citoyenne. Soyez bénis. Mon jeune frère Kémy Séba, bien-aimé, cette conférence t'est dédiée. Je t'ai dit que j'en ferai un élément d'une dizaine de minutes pour Afrique Résurrection, mais j'ai pensé qu'il me fallait faire d'abord un élément beaucoup plus large pour parler au peuple africain et dire pourquoi je te soutiens. Mais tu m'as connu, tu me connais, et tu me connaîtras comme tu m'as connu et comme tu me connais. Je suis comme ça. Je ne suis pas l'ami, le frère des jours pairs qui disparaît les jours impairs. Pendant qu'il y en a qui sont là en train de protéger leur nationalité. Il ne faut pas qu'on m'enlève. Pour protéger justement mes droits, je te défends. Et je te demande de te défendre. Je t'interdis de capituler. Non pas parce que tu n'as aucun besoin de la nationalité française pour réussir ta vie, mais tu as une responsabilité envers la communauté africaine française. Tu ne peux pas te permettre de brûler tes vaisseaux alors que ton peuple est là. Et que ton peuple, quant à lui, doit défendre des intérêts. Alors, ceux qui veulent éventuellement une séparation radicale entre la communauté africaine et la communauté française, bon, ça aura lieu quand la Banque de France va rendre toutes les réserves d'or qu'elle détient depuis des siècles et qui ont été volées en Afrique. Ça aura lieu quand les réserves de change des 15 pays de la zone CFA seront rendues. Ça aura lieu quand tous les génocides, toutes les exterminations, toutes les déportations, tous les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis par les négriers, les colons et les néocolons seront résolus. Ça aura lieu quand les assassinats de dirigeants politiques africains par les services français seront jugés et condamnés. Bon, si vous voulez une séparation radicale, ben on va faire le solde de tout compte. C'est comme ça qu'on fait, non? Donc, si vous ne voulez pas le solde de tout compte, allons-y donc à une réconciliation, eh bien, harmonieuse. Allons-y à une réconciliation qui ne soit pas séparatrice, mais qui renouvelle le monde de la relation franco-africaine. Le dernier service que je doive à la France, en tant qu'un pays qui m'a accordé, eh bien, son accueil. Un pays qui m'a accordé sa citoyenneté, c'est le service de la vérité, de la justice et de la solidarité, le service de la véritable fraternité. Je refuse d'être français au prix d'un nouvel esclavage. Je refuse d'être français au prix du mensonge, de la génuflexion, de la déshumanisation. Non, je suis africain, citoyen français, pour amener la France à une relation équitable, fraternelle et juste avec l'Afrique. Et pour être de ces Africains qui pourront aider à ce que la réparation, la repentance et la justice soient dites. Donc, quelque part, nous sommes le sel du monde. Les Africains de France sont la dernière chance de la France d'être une puissance mondiale. Si la France explose son modèle de citoyenneté, elle sera rapetissée. Elle ne sera qu'une puissance régionale, provinciale de l'ouest de l'Europe. Ça sera fini d'elle. Et pendant plus de 30 ans dans ce pays, je l'ai expliqué. Maintenant, ces choses sont en train d'arriver. Portez-vous bien. Soutien sans faille, Kémy Séba. Et j'appelle tous les avocats, volontaires, les avocats de France, quelle que soit d'ailleurs leur couleur, volontaires pour mener ce combat, à prendre mon attache ou à prendre la tâche de Kémy Séba directement pour se constituer en collectif. Nous voulons une horde de robes noires à Paris lors du procès. Nous voulons que le tribunal soit inondé de robes noires africaines. J'ai d'ores et déjà mobilisé pour cela mes avocats personnels que je mets à la disposition de mon jeune frère Kémy Séba. Maître Djefutawo Woshawo Aboubekr, Maître Alexis Ihou, et je parlerai plus tard dans l'après-midi à Maître Senda. Je leur demande, chers frères, de se mobiliser et de constituer le collectif bénévole pour Kémy Séba.
Cet après-midi, je trouverai, ou ce soir, je trouverai quelques minutes pour leur donner la parole. J'aimerais qu'ils vous parlent des aspects juridiques de cette procédure et du danger que cela représente pour toute la communauté. Mais d'un point de vue technique, moi je vous ai parlé vraiment du point de vue de la politique générale, du point de vue de la vision civilisationnelle et de la philosophie de la lutte. Je vous remercie. Soyez bénis. Et Nietzsche, Ao Nietzsche, depuis Bamako. Merci. Merci encore. Voilà, vous étiez près de 3500 réunis sur YouTube, vous étiez près de 1300 sur TikTok, et je crois que vous étiez combien? Vous étiez environ 1000 téléspectateurs sur Facebook. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie. J'espère que les conditions du Wi-Fi ne vous ont pas trop perturbé. Merci. Merci à celles et ceux qui ont partagé cette émission. Merci. N'oubliez pas de la donner sur vos réseaux. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis, mes chers amis. Merci. Merci. Toutes mes condoléances au peuple togolais. Union de prière pour le président Albé Omé. Merci.